Hello. On va se refaire une petite descente, vu qu'en ce moment on fait que des descentes. Mais la prochaine fois j'essaierai de vous faire une petite montée. Mais bon, voilà. Alors, ici on est dans un tout petit village valaisan, au-dessus de Sion. Le village s'appelle Nax. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, hein, à part un tout petit village en bas. Une petite remontée mécanique, après je sais pas ce qu'il y a derrière, c'est la première fois que je viens. Mais voilà, bon bref. On descend. Sion, c'est en bas. Donc c'est parti. Mon kiki. Voilà, c'est parti, on y va. Je suis désolé, sur celle-là, tu vas pas me voir, tu vas m'entendre, mais tu vas pas me voir. Et puis je crois que je vais pas faire de montage, ça va rester comme ça. Donc, conduite de montagne, 0,2. C'est parti. Alors, on est sur un véhicule à boîte manuelle. Véhicule de base. Je sais pas si c'est celui qu'on avait déjà l'autre jour pour faire la descente de... ou la montée, si tiens, on avait fait la montée de... Comment ça s'appelle, Sainte-Croix dans le Jura. Et... Ouais. Je crois que c'était avec ce car. En tout cas, c'était une boîte manuelle. Donc de nouveau, petite boîte manuelle. Véhicule moyen, toujours pareil, 50 places, 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large et 3 mètres 70 de hauteur. Le moteur, je sais pas. On est sur un petit Cetra. Ouais, je sais pas, je dirais peut-être quand même 400 chevaux. Pas énorme, mais suffisant pour ce que c'est. Merci. Donc non, ça va bien, ça va bien. Boîte de vitesse, c'est pareil, non plus pas rien d'extraordinaire. On est vraiment en mode voiture, c'est-à-dire 6 vitesses de base. Voilà, donc en fait on est sur un petit véhicule très simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Si ce n'est que, voilà, 12 mètres à manœuvrer sur route de montagne. Et puis au passage, toujours pareil, le plaisir des yeux, le paysage valaisan sur la partie méridionale de la vallée du Rhône, qu'on va voir en contrebas à plusieurs reprises au fil des épingles et des lignes droites au-dessus de la vallée du Rhône et de la ville de Sion. Voilà, donc je vais laisser tourner un petit peu pour que vous voyez à peu près ce que ça donne sur les descentes en montagne. Donc toujours pareil, on s'adresse ici à un public qui n'est pas forcément averti mais qui va l'être maintenant. J'aime bien imaginer parfois à quel public je peux adresser les vidéos. Et des fois je me dis que j'imagine pas toujours complètement vraiment le profil, ton profil exact. Est-ce que tu es
chauffeur? Est-ce que tu n'es pas chauffeur? Est-ce que tu es intéressé par les road trips? Est-ce que tu aimes mettre juste l'image en fond? Est-ce que tu es intéressé par les thématiques de la route et des métiers de la route? Je sais pas. Merci. Alors, bon là c'est vrai qu'on me voit pas beaucoup. J'aurais peut-être dû baisser un petit peu plus la caméra. J'aurais voulu te parler éventuellement de la manière de procéder quant au ralentissement. Puisque justement sur de la descente, on est pratiquement essentiellement sur du ralentissement. Et évidemment, comme d'habitude, on évite d'utiliser les freins avec le frein à pied. Et on va travailler essentiellement avec le ralentisseur. C'est le bruit que tu entends de temps en temps quand ça fait clac 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 clac. C'est le bruit du ralentisseur qui a donc plusieurs niveaux de force. Il y en a 4. Merci monsieur. Voilà. Donc on travaille essentiellement sur ce ralentisseur. Ralentisseur pareil, basique, à bain d'huile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe du ralentisseur à bain d'huile, c'est un système de double flasque avec des aubes à l'intérieur, donc double flasque étanche, une flasque fixe qui est monté sur le châssis et qui vient entourer l'arbre de transmission, et une seconde flasque mobile qui elle est en prise directe sur l'arbre de transmission. Les deux flasques forment donc une coque fermée et étanche. Donc à l'intérieur de la flasque fixe, il y a des aubes, hein, c'est ces petites lamelles qui sont à l'intérieur de cette flasque qui est fixe. Et ensuite nous avons l'aube secondaire qui elle est mobile sur l'arbre de transmission, donc elle tourne avec l'arbre de transmission. Et à l'intérieur, il y a donc également les aubes, donc ces petites lamelles qui tournent avec l'arbre de transmission. Lorsqu'on actionne la commande de ralentisseur, à l'intérieur de cette double flasque, on va donc alimenter en huile. Et cette huile, par un effet de friction entre les deux aubes, va provoquer un phénomène de ralentissement sur l'arbre de transmission. Donc quand on freine le véhicule avec la commande du ralentisseur, en fait on freine directement sur la transmission, et donc par conséquent on agit sur l'essieu moteur. Ce qui est important à savoir, car dans certains cas, si la route manque d'adhérence, si elle est glissante, il faut faire attention à ce système de ralentisseur, parce que du coup ça agit sur les roues motrices qui sont à l'arrière, et si ça glisse, on va avoir un problème de perte d'adhérence à l'arrière du véhicule. Alors perte d'adhérence qui va être modérée et qui va être régulée, puisque le système du ralentisseur est également couplé au système de l'ABS. Donc s'il y a patinage, le ralentisseur, quelle que soit la position de la commande, va se couper automatiquement grâce à l'ABS.
ce qui peut être parfois assez surprenant aussi. Si on est sur une zone qui n'adhère pas, que d'un seul coup il n'y ait plus du tout de ralentissement et le risque de partir au tapis. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut anticiper. Normalement on sent la perte d'adhérence. Donc à ce moment-là, évidemment, la meilleure solution c'est de rester en roue libre. Éventuellement en boîte manuelle, on va pouvoir débrayer et ensuite travailler avec le frein ou la roue libre en fonction. Et ça ne fonctionnera que évidemment si on a une vitesse adaptée à la circonstance. Maintenant, si on est en boîte automatique, le fait que la perte d'adhérence enclenche l'ABS, à ce moment-là, on aura effectivement une rupture du ralentisseur, mais on aura également aussi une rupture de la propulsion sur l'essieu moteur. Donc on aura à peu près l'équivalent de la roue libre. Et de la même manière, on n'aura plus qu'à gérer éventuellement avec le frein. Et si jamais on retrouve l'adhérence avec le frein moteur, etc., etc. Toujours pareil, ça fonctionne que dans la mesure où la vitesse est adaptée. Évidemment, lorsque la route est couverte de glace, de neige ou de glace, l'équipement obligatoire type chaîne ou Trax doit être installé sur les roues. Sur la glace, malheureusement, ça reste toujours difficile, même avec les chaînes ou les Trax, de circuler. Sur la neige, beaucoup plus pratique, ça pose pas de problème. Donc depuis le départ et puis jusqu'en bas, ce sera pareil. Je ne travaille pratiquement qu'avec le ralentisseur. J'ai peut-être pressé très légèrement 2 fois ou 3 fois la pédale de frein. Alors le gros avantage du ralentisseur à bain d'huile qu'on a actuellement sur les véhicules, et ce depuis le début des années 2000, voire un petit peu avant, mais obligatoire à la construction sur les véhicules depuis, ouais, je sais pas, 2000, 2002 peut-être, je sais plus. En Europe en tout cas. C'est un système qui est assez intéressant, qui est utilisable en tout temps, qui est fiable et qui est très tolérant quant à l'utilisation fréquente et prolongée. Ce qui n'était malheureusement pas le cas avec les anciens systèmes de ralentisseurs type Telma électrique, qui eux pour leur part nécessitaient une gestion je dirais assez modérée de l'utilisation, parce que la problématique du ralentisseur électrique, les anciens systèmes donc, c'est qu'ils avaient tendance à chauffer assez rapidement et assez fortement, à tel point que dans certains cas les bobines électriques pouvaient se souder sur les platines électromagnétiques qui leur faisaient opposition, et du coup on se retrouvait avec un ralentisseur qui avait complètement bloqué l'essieu arrière, et du coup ça pose évidemment des problèmes. Ça c'est un problème mécanique. Et ensuite on avait aussi un autre risque extrêmement important,
qui était malheureusement le risque d'incendie, puisque les bobines électriques et le champ magnétique développent énormément de chaleur, et au bout d'un moment il pouvait y avoir embrasement, et du coup le feu prenait à l'arrière du véhicule, sous le véhicule, et dans ce cas là c'était catastrophique. Mais ce type de ralentisseur aujourd'hui n'est plus utilisé à la construction sur les véhicules, donc depuis au minimum 15 ans, puisque je rappelle on est en 2019 et je pense que à la construction, les dernières constructions avec Telma électrique remontent à 2002 maximum. En tout cas sur les poids lourds de à partir de 19 tonnes. Pour les petits véhicules, je ne sais pas, peut-être ils ont continué à utiliser des systèmes électriques qui étaient du coup moins dangereux puisque les véhicules étaient moins lourds, mais je n'ai pas d'informations à ce sujet. Donc gestion du ralentisseur électrique à l'époque, c'était voilà, il fallait vraiment bien connaître, il fallait faire extrêmement attention. C'était juste un complément du freinage au pied, mais qui n'avait pas plus de fiabilité en utilisation isolée. Aujourd'hui, le ralentisseur à bain d'huile est nettement plus tolérant, même s'il a tendance parfois à chauffer un petit peu. C'est quand même rien à voir avec les ralentisseurs électriques. Voilà. Donc géographiquement, donc on est en train de descendre de la commune de Nax. Vous voyez en bas sur la gauche la vallée du Rhône. On aperçoit un petit peu la ville de Sion, que je pense qu'on verra un petit peu mieux après. Alors le ralentisseur à bain d'huile, toujours, je finis un petit peu là-dessus, c'est cet appareil qu'on entend certainement, je pense qu'on doit l'entendre aussi dans la cam. Il est un petit peu bruyant, il a tendance à siffler un peu, puisqu'il répercute les fréquences qui sont émises par la transmission et une grosse partie de la chaîne cinématique qui transmet cette fréquence dans le châssis du véhicule et dans sa structure. Ce qui provoque parfois une problématique pour les doubles équipages. Lorsque les véhicules sont équipés de couchettes à l'arrière du véhicule, même avec des bonnes boules caisses, tu es pratiquement allongé sur le pont ou sur l'arbre de transmission, et le plus dérangeant c'est d'entendre le bruit du ralentisseur. Bon, d'une manière générale, dormir dans une couchette en mode sarcophage à grosso modo 1 mètre, 1 mètre 50 d'une génératrice qui développe 400 à 420 à 430 chevaux, c'est pas le top pour dormir.
les virages, les lacets, les épingles. Je pense qu'on doit voir une partie dans les rétroviseurs. Alors tu vois ici, levage avec les coussins d'air du véhicule parce que la courbe, le dévers si tu veux, l'angle de l'épingle est assez important et on risque de toucher autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc tu as toujours sur les véhicules cette commande qui permet de remplir les coussins d'air et donc de lever le véhicule. Tu gagnes au minimum 20, 25 voire parfois 30 cm de garde au sol. Et du coup ça évite de toucher sous... Oh là, va doucement toi. Ça évite de toucher sous le véhicule. Voilà, une de Sion sur la droite. On va voir de plus en plus. Hop, levage, coussin d'air. Merci monsieur. Quand tu reprends ta ligne droite, tu les baisses. C'est jamais trop bon de rouler avec les coussins d'air ou tout en haut ou tout en bas. La prise en considération du gabarit du véhicule, donc ton encombrement, c'est un point intéressant aussi. J'ai pas programmé, j'avais pas programmé d'en parler tout de suite, mais vu que j'ai réussi à positionner la cam pour voir les rétroviseurs, je pense qu'on peut traiter un petit peu le sujet. Alors, ouais, le rétroviseur de gauche, je pense qu'on ne le voit pas trop mal. Celui de droite, c'est un peu plus délicat. Voilà, donc encombrement du véhicule, sensation de l'encombrement, connaissance de l'encombrement. Alors de ma position, je vois à peu près où se trouve mon essieu arrière. Donc je peux anticiper et je peux le faire passer pratiquement où je veux. Voilà, donc on va chercher très loin, tu vois devant, par rapport à la glissière, très très loin, pour laisser quand même de la marge derrière. Bon, de toute façon, s'il y a quelqu'un qui monte et passe pas, il faut qu'il s'arrête et qu'il attende. Je rappelle, pour information, que, tiens, Ville de Sion, là, avec le château un peu plus loin là-bas. Je rappelle pour information que au-delà de la règle de priorité des véhicules montants et descendants, cette règle s'annule partiellement concernant les autocars. En zone montagneuse, un autocar, qu'il soit en train de monter ou de descendre, est prioritaire sur tous les autres véhicules, dans tous les cas. Ça c'est la règle de base. Ensuite, l'aménagement de cette règle, c'est que cette règle de priorité, la règle de priorité aux véhicules montants reste valable entre deux autocars. Et ensuite, il y a évidemment l'aménagement possible en fonction de la configuration. Et donc, du coup, à chaque chauffeur, quel que soit le véhicule qui est en face, de déterminer quelle sera la solution la plus judicieuse et celle qui permet de se croiser en toute sécurité. Et à ce moment-là, on va utiliser le langage des signes pour se donner la priorité en fonction du besoin.
toujours pareil, quel que soit le type de véhicule qu'on a en face. Alors en Suisse, la petite particularité par rapport aux véhicules de transport en commun, ce sont les autocars de la Poste, carte postale. Carte postale, eux, ils ont, dans certains cas, ils sont alors prioritaires comme tous les autres autocars, mais dans certains cas, sur certains tronçons routiers, et c'est indiqué par des panneaux, le chauffeur d'autocar de la Poste sera le principal décideur de qui va passer ou pas passer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va donner les consignes visuelles et faire signe de passer ou de ne pas passer aux autres véhicules qui sont en face de lui, que ce soit des véhicules légers, des camions ou des cars. C'est un affichage, cette signalisation, c'est un affichage, ça représente un corps, comme un petit corps de chasse sur un panneau bleu, un corps de chasse jaune sur un panneau bleu qui indique donc, bon, ça c'est le symbole de la Poste en Suisse, il faut le savoir. Et lorsqu'on voit ce panneau en général sur les petites routes de montagne, on sait donc que ça signifie que c'est le conducteur du car postal qui est décideur de la marche à suivre lors de croisements. Voilà, petite information à savoir, mais qui peut être importante parfois. Donc je vais terminer cette vidéo. Je te remercie d'avoir écouté et je te donne rendez-vous pour la prochaine. Je rajoute justement le petit pouce que j'adore. Je crois qu'il est là. Là, il est là. Comme ça. Le pouce comme ça. Merci. L'abonnement si tu veux. La petite clochette si tu as envie. Si tu aimes les vidéos, toujours pareil, vas-y, mets un commentaire, ça fait super plaisir, n'importe quoi, même un petit super ou un génial ou on en veut d'autres ou alors carrément suggérer une thématique, poser des questions, une simple petite question, pour moi ça peut carrément générer une thématique sur laquelle je vais pouvoir travailler et faire un petit exposé. Voilà. Donc je te souhaite tout bon pour la suite et je te dis à très bientôt. Ciao tout le monde.